On va commencer donc cette deuxième table ronde. Alors cette table ronde, elle est centrée autour des retours d'expérience qu'ont eu les différents intervenants du panel, donc réalisateurs, producteurs, dans ce qui a été des coproductions avec la France et la Corée. Donc au niveau des intervenants, nous avons Guillaume Delaboulet, donc vous êtes producteur chez Zorba Productions. Vous suivez depuis ses débuts un jeune réalisateur qui s'appelle Jero Yoon pour ses courts-métrages, ses documentaires, et notamment pour vous avez produit dernièrement Madame B, dont on verra certainement un extrait, un projet transmédia. Alors, une histoire assez incroyable, on en parlera, que vous nous dévoilerez en tout cas dans tous ses détails. Nous avons aussi le réalisateur John Soo-il. Vous avez réalisé tout dernièrement Un homme coréen, dont le tournage s'est déroulé à Paris. Il a été présenté au festival de Busan et de Palm Springs. Alors on espère bientôt le voir sur les écrans, parce que je crois qu'il est à la recherche d'un distributeur. Vous êtes aussi un réalisateur de nombreux longs métrages qui ont des liens parfois avec la France, donc La petite fille de la Terre Noire qui était sortie en France. Vous avez fait vos études à l'ESRA, et on dit de vous que vous êtes le plus français des réalisateurs coréens. On verra si vous pourrez nous confirmer ça. Nam Yoon-sok, vous êtes producteur et directeur de la société Keystone Film. Et vous avez participé notamment au tournage, donc au film de Hong Sang-soo, Nuit et jour, Night and Day, dont le tournage a été aussi à Paris. Ouni Lecomte, que vous avez peut-être pu voir le film hier soir en projection, est la réalisatrice de la coproduction Une vie toute neuve, qui a été projetée donc hier soir. Et en aparté, on vous invite à voir encore Je vous souhaite d'être follement aimé, qui est encore dans les salles à Paris. Et nous avons encore son chef opérateur, Kim Yoon-sok, qui donc a été chef op d'Une vie toute neuve, mais qui est aussi chef opérateur du film Poetry de Lee Chan-dong, et qui fait partie en tout cas des très jeunes talents sud-coréens, et qui participe aussi à des projets, en tout cas en Corée, sur des blockbusters et des grosses productions. Donc j'avais envie de commencer avec le film Night and Day de Hong Sang-soo. On va partir un peu d'un point de vue chronologique. Et je vous propose déjà de voir un extrait du film. Comme ça, on pourra parler de l'expérience qu'a eu Nam Yoon-sok avec ce film. Donc Nam Yoon-sok, vous avez travaillé justement sur le tournage qui s'est déroulé à Paris. Alors est-ce qu'au préalable vous pouvez nous parler un peu de Keystone Film et nous parler un peu de l'origine, non pas du monde, mais de ce projet? Bon, déjà, il y a une anecdote assez sympa à vous partager en fait. C'est quand on a tourné Musée d'Orsay, donc la séquence devant l'œuvre Origine du monde, le producteur coréen voulait qu'on supprime donc sa séquence parce qu'à cause de cette séquence-là, il fallait mettre moins 16 ans en Corée. Et donc il y avait une grande discussion entre producteurs et réalisateurs. Mais bon, finalement, on savait que Hong Sang-soo ne voulait pas supprimer cette séquence, donc on a gardé. Donc nous, Keystone Film, en fait, je travaille beaucoup avec les Coréens. Donc j'organise le tournage donc, en Europe, surtout, la France, évidemment, parce que j'habite ici. Mais je voyage aussi donc, partout en Europe. De temps en temps, bon, je vais aux États-Unis avec l'équipe coréenne, ou voilà, Groenland. Je voyage beaucoup avec eux. Et comme j'étais fan de Monsieur Hong Sang-soo, donc quand le producteur de ce projet-là m'a appelé pour participer, en fait, pour demander est-ce que je pouvais participer à ce projet-là, en me disant ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc je me suis dit bon, je vais y aller parce que je voulais travailler avec Monsieur Hong Sang-soo. Donc c'était première expérience long métrage. Voilà, coréen, pour moi. Et justement, vous parlez du budget du film. Comment Hong Sang-soo monte financièrement ses films? Est-ce que c'est avec de l'argent personnel, des financements d'amis, etc. Comment Je pense que Night and Day, donc Nuit et Jour, c'était de long métrage c'était le dernier long métrage d'Hong Sang-soo. Il y avait quand même une grosse société qui était derrière. Avant, bon, il a fait aussi coproduction avec MK2 et tout ça,
Mais Night and Day, c'était Changoram qui a produit le premier host de Bong Joon-ho. Donc c'était une grosse société qui a commencé en fait à produire. Donc à un moment donné, il y avait un problème de fond. Donc pendant la préparation, dernière préparation, il fallait qu'une autre production reprenne donc, le projet. Donc à la fin, c'est Boom Pictures, je pense que c'est Boom, qui a repris donc, le projet. Après, il y avait quelques fonds publics, gouvernement, qui étaient versés. Donc on a réussi de terminer le projet. Comment ça se passe justement de tourner à Paris pour ce type de projet, donc des petits budgets? Est-ce que les autorisations sont faciles à avoir? Est-ce que justement pour avoir des lieux de tournage, musée d'Orsay, voilà, comment on établit justement tous ces éléments-là? Comme ça fait quand même maintenant, ça fait 10 ans Ouais. qu'il s'est passé. Dans la salle, il y a un régisseur général qui a travaillé avec moi. Il y a Sébastien Voilà, Kérité qui est Sébastien là, qui lève Kérité, le bras, voilà. oui, effectivement. En fait, je suis parti en Corée pour discuter en fait le projet bien avant, c'est-à-dire j'étais vraiment amont en fait pour ce projet-là. Et puis par Sébastien Kérité, donc régisseur général, on a fait un repérage premier temps. Après, en tout cas, comme tout à l'heure Isabelle Huppert disait, donc elle a témoigné pas mal de choses. Là, ce que on sent souvent quand on regarde le film de Hong Sang-soo, c'est très, on va dire, c'est pas préparé. On sent qu'il y a une côté très instinct. Mais quand j'ai commencé à travailler avec M. Hong Sang-soo, en fait, il fallait que ça soit préparé, bien préparé, en fait. Même décor. Bon, après, il y avait une flexibilité à faire, en fait, pour le choix de décor et tout ça. Mais lui-même, il est très exigeant. Bon, le choix de décor, c'est pas super difficile parce qu'il ne voulait pas montrer Tour Eiffel parce on est à Paris. Souvent, c'était vraiment au fil de l'histoire. Hein. Il fallait choisir donc un décor, mais c'était pas juste parce que c'est beau, c'est parce que il habite là, donc il est allé à un café juste à côté. Donc assez simple, mais il fallait préparer. Alors j'aimerais qu'on montre en fait une diapositive qui est une retranscription de ce que dit Hong Sang-soo en fait, donc on va la lire. En jugé par mon expérience précédente, je peux dire que ce traitement contient, il parle de Night and Day, environ 60% des détails du film, 20% arriveront après le casting, à travers les discussions que je vais avoir avec les acteurs. Le reste devrait être comblé par mes inspirations quotidiennes pendant le tournage. Donc il laisse une grande part à ses inspirations. La conclusion peut être modifiée. Alors une nouvelle piste ou une nouvelle connexion peut être trouvée. Quant aux personnages, le casting apportera des révélations qui pourront les rendre plus lisibles. Cependant, les personnages féminins resteront les objets du regard de l'homme, son âme. Dans le cas de Yu-jong, exceptionnellement dans quelques scènes finales, elle apparaîtra comme un personnage mieux défini. En limitant ainsi les informations, le film pousse le spectateur à recourir à leur imagination pour savoir qui sont véritablement ces femmes. Tout en étant conscient du regard de son âme, ils sont invités à saisir l'essence de l'objet de ce regard. Alors je vais me tourner peut-être vers Sébastien Kérité. Si on a un micro qui est dans la salle, je ne sais pas, on va voir. Mais sinon, vous pouvez venir directement pour nous parler un petit peu de comment ça s'est passé. Venez Sébastien Kérité. Donc justement, comment ça se passe quand on lit qu'il y a 60% du film qui est prévu et finalement 20 après le casting, il y en a encore 20%. Comment ça se passe pour un régisseur d'organiser un tel tournage quand on a autant d'inspiration au jour le jour qui arrivent comme ça? Alors, déjà, bonjour à tous. Effectivement, quand on lit le scénario qui laisse une part importante à l'improvisation ou à l'inspiration de dernière minute, ça peut... comment dire, alerter un petit peu sur la façon de préparer. Donc il a la chance, en tout cas sur ce projet-là, d'avoir une configuration où il a une équipe suffisamment légère pour pouvoir réagir assez vite en cas de changement de dernière minute. Et dans les 60% qui sont écrits, il a quand même une structure, un squelette, dans lequel il définit l'essentiel des lieux dans lequel il veut inscrire son histoire. Et
il va faire évoluer autour de ce squelette, au fur et à mesure, d'une part, ses personnages, et d'autre part, les lieux ou certaines actions, en fonction effectivement de ce qu'il aura eu comme inspiration suite à la journée de tournage qui venait de s'achever, soit par rapport à quelque chose qu'il a vu le matin même en sortant de l'endroit où il était hébergé. Et le principe, c'est qu'il a eu son idée de scénario, il a placé son personnage dans un endroit à Paris et il s'est dit, les décors, on va les trouver dans l'environnement de ce personnage. Donc effectivement, d'une certaine façon, ce n'était pas très compliqué de trouver des décors. La complexité, c'était de trouver des décors dans lesquels on devait venir de façon récurrente parce qu'il a écrit son scénario dans un ordre chronologique et il voulait le tourner dans un ordre chronologique. Donc il y a des endroits où on a été amené à revenir à 5 ou 6 reprises, comme un café notamment dans le 14e arrondissement. Tourner dans un café, il y a des contraintes, puisqu'il y a du public, que les moyens qui sont à disposition de Hong Sang-soo sont assez limités, donc on ne peut pas se permettre de privatiser les lieux. Donc on devait aller sur des créneaux qui étaient imposés d'une certaine façon par le café, par les lieux où on allait, et en même temps, ces créneaux qui étaient imposés, il fallait qu'on puisse éventuellement les aménager selon l'inspiration du jour. Et chaque matin, donc, Hong Sang-soo écrivait ses séquences dialoguées. Ça lui prenait plus ou moins de temps en fonction de son inspiration, en fonction des séquences qu'il y avait à faire. Et ce temps de préparation et d'écriture, ça impactait la journée de tournage. Et il est arrivé qu'il y ait certains matins où on ne commence pas de tourner avant 11h ou midi, alors qu'on avait prévu de tourner bien plus tôt. Donc une fois qu'il a défini ses séquences, ses dialogues, donc évidemment il les transmet à ses comédiens et à nous derrière de trouver les solutions d'organisation et de décor. Si on est resté sur les mêmes décors, tout va bien. Si d'un seul coup il a décidé que finalement on n'allait pas à tel endroit, il faut expliquer aux personnes qui nous attendaient ou chez qui on est que finalement on ne va pas y tourner et il faut trouver une alternative. Donc c'est pas évident, c'est un petit peu un casse-tête permanent, mais encore une fois, on était une équipe de 20 à 25 personnes de base, très mobile, avec un seul camion technique, donc ça permettait beaucoup de souplesse dans la façon de travailler. Et ça s'est tourné au mois d'août 2007, et le mois d'août à Paris, c'est le meilleur mois pour pouvoir faire des choses avec un peu plus de souplesse et de facilité. Voilà. Est-ce qu'il était conscient justement de tout ce que ça pouvait impacter, cette prise de décision quotidienne, de changer des éléments, etc. Ou est-ce que pour lui, alors, c'était votre problème, lui, il se concentrait sur les choses, ou est-ce qu'il y avait un impact réel? Parce qu'on dit là que certains tournages ont commencé à 10h, 11h. Est-ce qu'il se rendait compte justement de l'impact que lui-même se donnait en prenant la décision de non, on va faire ça au jour le jour, etc. Alors il était conscient dans une certaine mesure, mais en même temps, il avait annoncé la couleur dès le départ, donc c'était à nous d'assurer derrière l'organisation et la logistique qui allait avec. Et puis, plus globalement, au-delà de Hong Sang-soo, les méthodes de travail des réalisateurs coréens, après, je ne sais pas ceux qui sont autour de la table là, mais c'est souvent, ils ont... ils se gardent des options un petit peu jusqu'au dernier moment et une part de changement de décision ou d'improvisation que d'autres réalisateurs auront peut-être plus anticipé. Je ne sais pas si c'est dans la méthode de travail habituelle, mais on a plutôt tendance effectivement à prendre des décisions un peu plus tardivement que sur d'autres projets ou avec d'autres types d'équipes ou de réalisateurs. Et voilà, je ne sais plus quel était le... Je vous remercie en tout cas de ce témoignage, Sébastien Kérité. Merci bien. Et combien de temps a duré le tournage justement à Paris? Si je me souviens bien, en fait, il y avait entre 30 et 32 jours de c'est ça, hein, non? Un gros mois. Ouais. Et on a fait quand même des jours donc au repos. 2.
un peu, voilà. Et comme Sébastien a expliqué, en fait, on était 20-25, mais plupart du temps, il y avait en fait une équipe coréenne qui sont venues. Donc, ingé son était coréen. Donc, équipe française, il n'y avait pas énormément. Donc, équipe régie, et puis il y avait un électro. Sinon, quand il y avait une scène spéciale, on a pris à ce moment-là donc une journée ou voire deux, donc machinaux et voilà. Donc c'était relativement facile à gérer, on va dire, parce que il dormait dans un auberge où on a tourné en fait beaucoup de scènes et on a mangé là-bas et on tournait autour. Voilà, c'était comme ça. Et globalement, est-ce que c'est une expérience que vous retenteriez eh ben oui, la grande question, vis-à-vis de ce que voilà, vous avez vécu pendant ces moments-là, et surtout avec cette façon de travailler. Là, en fait, le film, le budget, c'était vraiment ridicule, hein. Et chacun devait faire, hein, par exemple, au moins 3 à 5 différentes fonctions, on va dire. Et grâce à stagiaires en fait coréens qui étaient en fait vraiment volontaires pour ce projet-là, donc ils ont couru pour faire leur travail. Donc grâce à eux en fait aussi ce film existe. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé donc sans gagner un sou, surtout les étudiants qui en France, qui étaient en France. Aussi pour le casting tout à l'heure, donc il y a une fille, on va dire, il y a, dans le film il y a 3 ou 4 rôles féminines existent, mais 2 rôles ou 3 rôles, voire, c'était casté parmi les étudiantes parisiennes. Donc elles n'étaient pas actrices, donc elles n'avaient jamais une expérience de tournage ou le film. Donc ils étaient castés par On Sang-soo, ils ont joué. Donc c'était vraiment un mélange. Là, si on me demande de refaire donc la même chose, je ne sais pas, à vrai dire. Ça veut dire non, ça. Mais c'était une expérience inoubliable. Pour moi, c'était vraiment... j'ai eu une expérience vraiment intense. En même temps, c'était très très bien. En tout cas, merci pour ce partage. John Swill, de votre côté, en fait, il y a déjà plusieurs films qui ont été, je crois, coproduits, en tout cas, où des sociétés de production françaises ont été amenées, en tout cas, à travailler avec vous sur La Petite Fille à la Terre Noire et, je crois, Mise à Nu. Est-ce que vous, avant de parler bien sûr d'un homme coréen, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots justement? Quelles sont vos relations avec la France, et notamment sur ces 2 films, les 2 dont je parle, La Petite Fille de la Terre Noire et Mise à Nu? Parce qu'Abderrahmane Sissako était le producteur de La Petite Fille de la Terre Noire, avec un coproducteur, je crois, français qui s'appelait Franck Nicolas Schell. 한국말로 할게요. Parce que de temps en temps, si pour économiser du temps, je vais intervenir en français parce que je ne parle pas bien français quand même. Parfait. 그 2003년도에 미잔이라는 영화를 처음으로 프랑스하고 코프로덕션을 했습니다. 예. Alors en 2003, j'ai fait ma première coproduction franco-coréenne. 그래서 그 센스에서 시네마디 몽드의 그 펀드를 받아가지고 그 여기 프랑스에서 그 믹싱을 끝내서 첫 번째 합작 영화입니다. Donc j'ai été financée par le CNC et j'ai pu faire donc cette première coproduction à cette période-là. 예, 그런데 그 같이 공동 제작자가 배급자를 못 찾아가지고 배급을 못했어요. 근데 최근 몇 년 전에 그 배급회사에서 프랑스 배급회사에서 약 하나나 2개 극장에서 배급하고자 했는데 본인은 못하겠다고 거절했습니다. Et donc le coproducteur français n'arrivait pas à trouver en fait de distributeur et du coup on n'avait pas la possibilité de le sortir tout de suite en salle. Et au final on a quand même réussi à trouver 1 ou 2 salles qui pouvaient accepter de le faire passer. Et on est allé les voir et finalement ça a été refusé. 그래서 프랑스하고의 그 코프로덕션 얘기를 하면 상당히 복잡하고 좀 그
복잡한 문제가 굉장히 많이 있어요. 근데 제가 좀 짤막하게 생략해서 말씀드린다고 좀 전해주십시오. Donc effectivement, il y a beaucoup de complications lors de ces coproductions avec la France, mais en tout cas, c'était juste pour synthétiser rapidement de mon expérience. 예, 저는 이 자리가 이제 좀 약간 콜로컬해서 좀 디테일하게 구체적인 얘기를 할 줄 알았는데 약간의 글로벌하게 말하는 것 같아서 제가 좀 줄이겠습니다, 말을. 예. Je pensais que, étant donné que là aujourd'hui c'est le colloque pour essayer de parler un peu en détail, mais je vois qu'en fait on n'est pas vraiment habilité à parler vraiment chaque étape, donc je pense que je vais essayer de synthétiser au mieux. 예, 제가 그 여러 편의 영화가 프랑스하고 이제 코프로덕션이 돼 있다고 돼 있는데 크레딧에는 실제 했던 코프로덕션은 그 미잔이라는 영화 한 편뿐이었습니다. Donc oui, on dit souvent que j'ai fait pas mal de coproductions avec la France, mais en fait au final, il y en a vraiment une seule qui a réussi à voir vraiment la finalité. 그래서 코프로덕션 문제는 이제 하나 그 피낭스 재정의 부담의 문제인데 그 미자니 같은 경우는 이제 한국에서 후반 작업과 여기 믹싱 비용을 본인이 된 거죠, 미자니는. Donc oui, pour cette coproduction que j'ai pu réaliser avec la France, c'est que la post-production a été réalisée en Corée et le mixing a été fait en fait en partie en France. 예, 제 이제 마지막 영화로 돌아와서 에놈 코레앙으로 돌아와서 이 영화 이제 간단하게 말씀드리면은 한국에서의 투자자와 그다음에 프랑스에서의 코프로듀서를 이제 서로 같이 조율하는 과정에서 그 아주 심플하게 말씀드리면 그 지분 문제에 관한 것 때문에 한국에서의 코퍼레이션 원하는 투자자가 원하는 지분과 프랑스 코퍼레이서가 원하는 지분과 서로 조율이 안 돼서 결국 깨졌어요. 예. Là, je vais parler par exemple de mon dernier film, Un homme coréen à Paris. Donc, les investissements étaient fournis par la production coréenne et ensuite le coproducteur français a fait la partie de la réalisation. Et le problème qui s'est imposé, c'était surtout une question liée en fait aux parts au final. Et du coup, malheureusement, ça n'a pas pu vraiment trouver un point d'entente et ça n'a pas été une réussite. Alors je vous propose juste avant que vous puissiez continuer de regarder la bande-annonce de Un homme coréen. Alors un peu l'histoire, le pitch du film, c'est un couple de Coréens qui vient faire son voyage de noces à Paris et la femme disparaît et l'homme va rechercher sa femme. On ne sait pas si elle a été enlevée ou si elle a disparu de sa propre volonté. Et voilà, et on va suivre le cheminement de cet homme à travers de la France, Paris en particulier, et aussi dans le sud de la France. Donc justement, au niveau des difficultés liées au projet, lesquelles ont été, comment ça s'est déroulé? 그래서 그래서 이 공동 제작의 문제는 그 한국과 프랑스의 공동 제작의 문제는 그 2007년에 환불 조약에서 따라서 그 계약서 20% 이상의 그 제작비에 그거를 넣었을 때 환불 서로가 인정하는 이제 그런 그 조약이 이루어졌었습니다. 예. Juste pour fermer la parenthèse sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc il y a eu un traité en 2007 entre la Corée et la France sur les systèmes d'investissement. Donc s'il y a 20% du budget qui est investi, en fait, donc le projet peut se faire. 그래서 한국하고 프랑스가 합작을 할 때 이제 만약에 뭐 프랑스 제작자가 CNC에서 돈을 못 받았을 때 그럼 이제 그게 제작이 안 되는 거죠. 그러니까 본인의 돈을 넣을 수 있는 경우도 있는데 안 되는 경우가 이제 많은 거죠. Donc, il y a pas mal de cas, par exemple, quand il n'y a pas d'investissement qui dépasse les 20% par le CNC, par exemple, il est difficile de faire cette coproduction. 그래서 이 문제는 이제 앞으로 한국과 프랑스 오늘 이런 자리를 통해서 좀 잘 조율하고 이걸 어떻게 해결할 것인가라는 그런 문제의 어떤 그런 장이 됐으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다. Et je pense personnellement que justement, ce sera l'occasion, par le biais, par exemple, de ce festival, pourquoi pas essayer de trouver une solution à l'avenir pour améliorer les conditions de travail pour cette coproduction entre la Corée et la France. 예, 그래서 지금 이 영화는 이제 한국에서 1월 28일 날 24개 극장에서 개봉을 했습니다. Alors donc mon dernier film, donc il est sorti en salle en Corée le 28 janvier dernier dans 24 salles. 그래서 그 다양성 영화 중에서는 전체 뭐 박스 오피스의 첫 번째라고 얘기를 하는데 뭐 관객이 그렇게 많지는 않습니다. 한 2,000명 정도
Donc, 현재 한 ça 4, fait 5일간. partie aussi de la diversité en fait du cinéma coréen, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et en termes d'entrée, ce n'est pas énorme, hein. Il a eu environ à peine 2000 entrées en salle. 그래서 그 영화제 그 간단하게 말씀을 설명드릴게요. 이 영화의 프로제는 처음에 이제 그 CNC 아틀리에 il y avait l'atelier entre deux pays coproduction. J'ai présenté ce projet en coréen. Aussi j'ai présenté le festival de Hong Kong et aussi le festival Busan. Il y avait le Asian Project Market. J'ai présenté et puis dans ce période j'ai rencontré le coproducteur français. Et puis on a continué comment on dit, pour monter ce film. Mais comme 그래서 이제 아무튼 그래서 je vais continuer par le français. Vous acceptez ou pas? Parce que oui, j'ai mal. Ah, ok. Donc j'ai emmené vraiment 그 메인 테크니션만 데리고 왔어요. Donc, j'ai emmené en fait juste les techniciens majeurs en fait. 그다음에 남녀 주인공 배우. Et évidemment les acteurs. 그리고 프랑스 여자 주인공은 여기 프랑스에서 오디션을 통해서. Et l'actrice, la comédienne française, elles ont été castées directement en France. 그리고 한국 주연 남녀 외에 전부 조연이라든지 뭐 주인공 엑스트라 전부 프랑스 여기서 캐스팅을 했습니다. Donc à part le personnage principal, hein, donc l'acteur coréen Cho Jae-hyun, tous les autres staffs et les autres comédiens ont été castés directement en France. 네, 그리고 여기서 이제 프랑스에서 전부 모든 머테리얼을 전부 여기서 조명하고 뭐 모든 걸 여기서 다 대여를 해서 했습니다. Et également tout le matériel, donc par exemple la lumière, etc., a été loué sur place aussi également. 그리고 뭐 아까 촬영 장소 허가 문제 나왔었는데 이 허가도 우리가 한 달 전부터 이제 여기 코프리스를 통해서 신청도 하고 우리 스스로 신청을 해서 일반적으로는 이제 우리가 다 촬영 허가를 다 받아냈었습니다. Et on parlait tout à l'heure des autorisations en fait pour certains lieux du tournage. On s'est aidé en fait avec donc mon coproducteur français pour obtenir les différentes autorisations auprès des lieux de tournage, donc au niveau des municipalités, etc., pour avoir ces autorisations un mois auparavant le tournage. 촬영 허가의 어려웠던 점은 이제 지하철에서 촬영인데 시나리오 내용에서 지하철에서 소변을 보는 장면이라든지 또 구타라는 장면이 나와서 지하철 측에서 그걸 허가를 안 해줬어요. 그래서 시나리오를 변경하는 조건에서 제한적으로 지정해진 한 장소에서 촬영할 수 있었습니다. Et la difficulté particulière que j'ai rencontrée pour ce film, c'est surtout pour obtenir les autorisations pour tourner des scènes en fait dans le métro parisien. Et surtout, enfin, pour ne pas spoiler, mais il y a des scènes, des séquences où donc le héros va uriner et aussi il se fait tabasser en fait dans le métro. Et donc pour obtenir les autorisations finalement, c'était sous condition que je modifie légèrement en fait le scénario. 예, 블론 뉴스 같은 경우도 우리가 거기서 이제 매춘부 거리를 촬영을 했는데 이제 허가를 받았는데 뭐가 잘못됐는지 이제 경찰이 나와서 이제 한쪽 길을 사용하지 못하게 해서 앵글을 우리가 바꿔야만 됐습니다. Et aussi, on a dû changer d'angle de vue, par exemple, pour le tournage dans le bois de Boulogne où il y a les prostituées. On avait pourtant obtenu les autorisations en amont, mais peut-être qu'il y a eu un couac et du coup, il y a la police qui était intervenue pour nous interdire de tourner en fait sur une des rues sur laquelle où on devait tourner normalement. Donc du coup, on a dû changer au dernier moment. 예, 근데 이런 문제가 어떤 프랑스 영화 촬영이 문제라고 생각되는 것보다는 저희들이 이제 여기서 준비를 하면서 약간의 어떤 시행착오에서 겪어오는 뭐 그런 결과가 아니었나 그렇게 생각을 하고 그다음에 좀 더 고민을 준비를 좀 더 해야 되겠다는 그런 생각을 해봤습니다. Je ne pense pas que ce soit complètement lié en fait aux problèmes liés à la France uniquement. C'était, je pense, plutôt des problèmes qu'on a pu rencontrer parce que on était en fait en manque d'expérience et on ne savait pas effectivement comment s'y préparer vraiment en amont et les questions qu'il fallait se poser réellement avant de tourner le film ici. 예, 다시 좀 말을 좀 줄이자면요. 한국에서 제가 이제 인디펜던트 프로듀서이자
je suis indépendant et le réalisateur indépendant, producteur indépendant. Donc, pour avoir le financement, donc j'ai demandé, il y a des fonds de COPIC, sinon il y a la région, comme Film Commission, il y a des LED aussi. Comme on a dit tout à l'heure, le crowdfunding, quand même j'ai un peu reçu le financement par crowdfunding. Sinon, le financement principal, ça a été venu de compagnie de deuxième droit. C'est quoi? Après la sortie, la télévision, Internet, ça, on dit le deuxième droit de compagnie pour le deuxième droit. Donc l'investissement, ça a été venu de cette compagnie. Moi, parce qu'on a dit tout à l'heure pour le table ronde, c'est très difficile d'avoir parce que c'est très limité, les aides très limitées par le COPIC, par la commission de régionale, très limité. Sinon, comment on dit, production normale. Ils n'ont pas besoin de coproduire, ils n'ont pas besoin de chercher l'argent à l'étranger. Donc il n'y a que simplement cinéma indépendant, cinéaste indépendant qui n'arrive pas à trouver le moyen. Peut-être comme moi de temps en temps, j'essaie toujours de le coproduire, j'essaie toujours de chercher la coproduction. 그래서 이런 문제들은 제가 이번에 경험을 통해서 굉장히 많이 극복을 하고 있고 또 어떻게 다음 프로덕션 한다면은 어떻게 제가 이거를 극복할 것이 많은 공부를 했던 그런 경험이었습니다. Ces dernières expériences m'ont permis de progresser aussi également personnellement sur les prochains tournages, les prochaines coproductions, pourquoi pas. Donc ça m'a permis aussi d'étudier sur tous ces problèmes. On a parlé beaucoup là justement du système d'aide français. Est-ce que du côté coréen, il se sent soutenu ou alors pas du tout? Il est laissé vraiment, j'allais dire, en race campagne au niveau des possibilités d'aide justement pour les films indépendants. 한국 쪽 기관에서는 도움을 Oui, c'est à partir de 99 jusqu'au 2001 à peu près. On a Haku aussi beaucoup d'aides pour le cinéma indépendant. Aussi le festival international, de quelques festivals. Parce que le gouvernement coréen, on pense que, comment on dit, le côté indépendant, toujours le contre le gouvernement. Donc, ils ont pensé, donc ils voulaient le diminuer. Justement, Oni Lecomte, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cadre de la coproduction pour ce film? Comment ça s'est déroulé? Quelles ont été les premières étapes et le déroulé? Alors, oui. Vaste sujet. Oui, ça remonte à quelques années, donc je vais essayer de retrouver un peu les étapes sans m'étendre trop. En fait, tout d'abord, j'ai écrit le scénario, une première version du scénario dans le cadre de l'atelier de la FEMIS. Et à l'issue de l'atelier, il y avait une commission professionnelle où j'ai rencontré Laurent Lavolée, le producteur qui allait devenir le producteur du film. Mais c'est un scénario que j'avais écrit en français. Et on savait évidemment très vite que le film aurait besoin d'une coproduction coréenne et aussi d'une adaptation au scénario coréen. Et là-dessus, assez vite, en fait, j'avais découvert que Lee Chang-dong, donc le réalisateur, avait été déjà coproducteur d'un film d'une américaine, d'une coréenne américaine, Gina Kim. Et voilà, ça m'a donné l'idée en fait de le contacter. Et ça a été un concours de circonstances, de hasard plutôt chanceux, qui fait qu'il venait à Paris pour la promotion de Secret Sunshine. Et je connaissais, enfin mon producteur connaissait le Diafana, le distributeur du film, et il y a eu une rencontre. Et à partir de là, ça a mis quelque temps, on a beaucoup partagé échangé sur le scénario, mais au bout de notre rencontre, en fait, il s'est investi dans le film, à la fois pour
pour une forme de réécriture du scénario et d'adaptation du scénario et pour devenir le coproducteur du film. Voilà. Ça, c'est la mise en place, je dirais, de la coproduction. Mais ce qui a vraiment... donc ça a été une étape importante, mais au niveau financement, ça a été le préachat de Canal+, qui a vraiment déterminé la possibilité, je dirais, de faire le film, parce que les investisseurs coréens, c'était pas évident, quoi. C'était pas donc le premier financement, ça a été Canal+, et de là, et même le distributeur Diafana, donc, qui a mis un minimum garantie. Et mais le financement coréen, il a mis vraiment énormément de temps à venir. Il a fallu les convaincre à la fois du potentiel du film et de l'intérêt de le faire. Et aussi peut-être, ils hésitaient, c'était mon premier film, donc ils avaient peut-être des craintes. Hein, voilà. Je n'avais rien fait auparavant, donc pour vous dire, le contrat de l'investisseur coréen, il a été signé 15 jours avant le tournage. Donc ça a été une très très longue attente. Comment ça a été possible? En fait, on a commencé donc à préparer, c'était l'été 2008. On avait commencé le casting, tout ça. En fait, c'est la production coréenne qui a investi dans les notes de frais, dans la préparation. Mais il faut savoir que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui pour les équipes coréennes, mais les équipes coréennes, en tout cas quand on a fait le film, l'équipe coréenne n'était pas payée au niveau salaire. Le salaire vient en début de production, il y a la moitié qui est donnée, qui est payée, et l'autre moitié est payée à la fin par exemple, du tournage, de la production. Ce qui fait que toute la préparation s'est faite sans salaire de technicien, mais par contre tout était défrayé. Donc ce qui permettait en fait cette forme de préparation, ce qui n'aurait été pas possible évidemment en France. Et voilà, on a eu presque 4-5 mois de préparation avec on ne savait pas du tout si le film allait se faire ou pas. Est-ce que c'est difficile de répartir justement, parce que dans la coproduction, on en parlait un peu avant la première table ronde, c'est qu'il faut, j'allais dire, arriver à mixer des équipes, qu'elles soient coréennes ou françaises, il faut arriver à trouver les cadres qui permettent de rentrer dans l'acceptation de la coproduction, c'est-à-dire le fameux barème de points qui est un peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comment justement on s'arrange avec ça pour avoir une équipe qui tienne, je veux dire des éléments qui sont assez français pour rentrer dans une coproduction française et assez coréens pour rentrer dans une coproduction coréenne. Ah oui, alors là, c'est plutôt du côté de la production, je n'ai pas tous les détails malheureusement, je suis désolée. Mais c'est vrai que ça a été un peu un casse-tête. En même temps, et d'ailleurs, je pensais au début prendre quelques techniciens français, justement. Non pas pour rentrer dans ces quotas nécessaires pour être validé en tant que coproduction, mais voilà, du point de vue... je dirais, à la fois artistique et puis ma propre, je dirais, sensibilité. Je pensais qu'au début, j'aurais besoin de techniciens français. Et très vite, je me suis aperçue que, par contre, le film, j'allais devoir, moi, m'adapter, en fait, à une réalité de production, de fabrication coréenne. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Hyunsuk, tout ça. Mais au niveau des points, concrètement, on a fait le mixage, la fin du mixage à Paris, avec aussi les tirages de copies, tout ça. Mais on a fait effectivement vraiment le minimum, mais parce qu'on était aussi en termes de coûts, on avait très peu d'argent. Donc ça a été un vrai jonglage, mais on a été l'un des premiers films à être validé dans le traité de coproduction franco-coréenne, et ça a été un peu les premières... ça a été exploratoire, quoi. Donc je ne sais pas comment ça se fait aujourd'hui. Donc là, comme vous l'avez souligné, la rencontre avec Kim Hyun-suk, on va voir la bande-annonce de Poetry de Lee Chang-dong pour voir et pour appuyer un peu le travail que fait Kim Hyun-suk au niveau
niveau de chef op. Kim Yoon-sok, vous avez été donc chef opérateur sur le film de Lee Chang-dong. Lee Chang-dong qui est donc le coproducteur d'Une vie toute neuve. Est-ce que vous avez vu des différences de travail entre voilà, une coproduction franco-coréenne et une production coréenne conventionnelle? 그 전에 이제 합작 영화 촬영의 이제 특수성에 대해 좀 얘기를 하고 싶은데요. Je vais commencer en fait par les conditions particulières quand il s'agit d'une coproduction. 저는 이제 학생 때 중국 영화 하는 사람들이랑 2편 정도 찍었고. Alors personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de tourner pour des films, on va dire chino-coréens quand j'étais étudiant à 2 reprises. 그리고 이제 미국 감독하고도 한번 찍은 적이 있는데. Et j'ai fait aussi également avec un réalisateur américain. 그래서 이제 합작 영화가 얼마나 위험한지 잘 알고 있었어요. Et je savais déjà à quel point c'était dangereux de faire des coproductions. 일단 합작 영화는 이제 A와 B가 있으면 A의 장점과 B의 장점이 1 더하기 1이 2가 되는 게 아니라 평균으로 수렴하고 단점과 단점이 정확하게 모이는 그런 현상이 있는 것 같아요. En fait, souvent, quand on fait des coproductions, donc il y a 2 parties A et B, et ce n'est pas une simple équation comme 1 + 1 = 2, c'est plus une moyenne pour les avantages. Par exemple, s'il y a des points forts du A et du B qui s'accumulent, ça devient en fait plus une sorte de moyenne. Et quand on parle des inconvénients, alors là, c'est vraiment le drame, c'est catastrophique. 이제 아마도 커뮤니케이션이 모자란 것과 이제 그런 합의, 어그리먼트가 이제 부족한 거에서 나오는 단점인 것 같아요. Et je pense que ce sont justement les points néfastes qui viennent directement en fait du manque de communication et aussi également des accords qui ne sont pas vraiment, on va dire, fixés correctement dès le départ. Est-ce que vous avez justement des anecdotes particulières, truculentes sur... Ouais. Ouais, ouais. Alors que on voudrait savoir plutôt. Non, est-ce que c'est ce que tu penses de 한국에 대해서도 그렇게 생각하냐고. 아니 진짜 parler de manière générale évidemment. 그런 경험이 있어서 이제 잘 만들 수 있었다는. Pour en finir, c'était justement pour dire que, étant donné que j'avais eu ce genre d'expérience auparavant, la collaboration avec Madame Ouni Lecomte a été beaucoup plus améliorée et bénéfique. On est sauvé. 그리고 그 시를 촬영했을 때랑 되게 놀랐던 게 이창동 감독님하고 너무 비슷한 점이 많아가지고 이창동 감독이 영화를 찍을 때 오히려 우니 일공트랑 작업했던 게 되게 도움이 많이 됐어요. Et ce qui a été très frappant, c'est qu'il y avait énormément de points communs quand il a tourné en fait avec le réalisateur Lee Chang-dong, des similitudes énormissimes en fait avec Madame Ouni Lecomte. Et du coup, son expérience avec Madame Lecomte a énormément aidé pour le tournage de Poétrie après avec Monsieur Lee Chang-dong. 그리고 다시 이제 여행자 우니리콩트 감독 얘기로 돌아오면은 이제 그런 단점 같은 걸 겪기는 다시 경험하기 싫어서 이제 이분이 어떤 사람인가를 되게 저는 많이 이렇게 같이 지내면서 노력을 했던 것 같아요. Et du coup, pour revenir sur Une vie toute neuve de Madame Lecomte, justement, afin d'éviter toutes les mauvaises expériences passées, j'ai vraiment essayé de connaître sa personnalité, qui était cette femme, en passant vraiment du temps avec elle pour bien réussir en fait la coproduction. 그러니까 만약에 이제 어떤 돌멩이가 한 3개 정도 있으면 감독님이 어떤 돌을 집을지 제가 정확하게 알기 전까지 이제
많이 노력을 했어요. Par exemple, j'ai vraiment essayé de deviner, par exemple, imaginons il y a 3 ou 4 pierres sur la table, j'ai essayé de savoir, de deviner quelle pierre Ouni allait choisir parmi ces 3-4 pierres. 그리고 이제 처음에 이제 둘이 이제 의사소통을 하는 첫 단계로 이제 주로 서로가 뭘 싫어하는지부터 얘기했던 것 같아요. 그러니까 둘이 만나서 처음 했던 게 이제 한국 영화를 씹는 일을 많이 했어요. Donc la première étape, quand on s'est rencontré avec Ouni, c'était vraiment de savoir ce qu'on n'aimait pas. Par exemple, la toute première fois quand on s'est rencontrés, la première conversation était basée sur... on a vraiment essayé de décortiquer le cinéma coréen et de critiquer un max. 예를 들면 한국 영화 특유의 이 감정을 강요하는 것들 있잖아요. 그런 것들. Par exemple, il y a des points très spécifiques liés au cinéma coréen, notamment où on essaye de forcer en fait sur les côtés un peu sentimentaux, hyper émotifs. 그리고 화면으로 보면은 이제 강한 조명, 그러니까 너무 드라마틱한 조명하고 그리고 이제 백그라운드가 포커스가 이제 심하게 날아가는. Par exemple, sur l'image, on a souvent ce côté où la luminosité est très très forcée pour donner un côté très dramatique, ou sinon aussi on essaye d'effacer un petit peu le fond. C'est un côté assez spécifique au cinéma coréen. 그 올드보이의 엔딩 같은 장면 보면 이제 과도하게 클로즈업 돼서 이제 배경은 날아가 있고 감정을 이제 되게 세게 보여주잖아요. 근데 그 영화는 이제 그 장면으로는 좋은데 많은 한국 영화들이 이제 그런 식으로 감정을 이제 끌어내야 될 때 그런 방법을 쓰는 것들을 이제 많이 이제 서로. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, quand vous regardez dans le film Old Boy de Park Chan-wook, la dernière scène justement où on fait vraiment un plan focus très 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 rapproché sur le visage en fait des personnages pour essayer de montrer en fait ce côté assez émotif et où on ne voit plus du tout en fait le fond. C'est très bien en fait pour le film de Park Chan-wook dans Old Boy, ça marche très bien. En revanche, ce qui est un peu dommage, c'est que justement tous les cinéastes coréens essayent en fait de faire un petit peu ce genre de choses aussi dans ces films. 그리고 저는 이제 감독님하고 이제 한국 영화의 이제 단점들도 얘기하면서 저는 궁극적으로는 이제 프랑스 영화를 찍고 싶었던 개인적인 생각이 있었어요. Et donc oui, en parlant avec Ouni de tous ces côtés néfastes du cinéma coréen, moi j'avais à côté en parallèle envie de faire aussi un film un peu à la française, on va dire, un cinéma français. 그리고 이제 그런 프랑스 영화라는 건 이제 그 프랑스 영화의 전통 같은 걸 이제 받아들인다는 얘기인데. Et quand on dit justement faire un film français, ça veut dire que c'est vraiment recevoir et s'adapter aux cultures, à la culture et aux traditions du cinéma français. 그게 이제 제가 생각하기에는 특히 이제 필메이킹이나 촬영에 대해서는 어떤 기술적인 거를 약간 의도적으로 중요하지 않게 생각하는 거 있잖아요. 그러니까 fuck the technique and I'm unique kind of 그 프랑스 영화의 어떤 멘탈리티가 있는 것 같아요. Donc je pense que moi personnellement j'ai ce côté un petit peu français sur la façon de réaliser et de tourner le film, c'est-à-dire moi j'ai personnellement l'impression que dans le cinéma français on met un petit peu de côté tous les côtés un peu techniques. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié et c'est ce que moi je ressens aussi. Non, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que oui, on est dans un colloque de coproduction franco-coréenne. Évidemment, moi, quand j'ai écrit le scénario et quand j'ai pensé au film, je n'ai pas du tout pensé en termes de coproduction ou même d'identité, hein, d'appartenance, je dirais,
national, que ce soit coréen ou français, et même dans l'artistique. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, je vais aller en Corée pour faire un film à la française. Jamais je n'ai pensé de cette manière-là. Par contre, ce que Hyun Suk raconte, c'est que nous avons essayé de simplement partager nos visions, nos goûts d'un certain cinéma, et on s'est plutôt... oui, ça a été une vraie rencontre, c'est-à-dire on a vu qu'on partageait un peu les mêmes goûts, mais pour moi, ça ne se cadrait pas vraiment en termes de... à la française ou à la coréenne. Vraiment, je n'ai pas du tout eu cette impression-là. Et je trouve que j'ai l'impression que finalement, quand on fait un film, ce n'est pas tant, oui, sa nature culturelle d'un pays, c'est pas ça qui s'exprime le plus, en fait. C'est vraiment la nature propre du film. Et c'est ça qu'on a essayé de trouver avec Hyun Suk, les acteurs, etc. Et Dian Soo-il, vous vouliez rajouter 네, quelque chose? 제가 아까 조금 놓친 게 있어갖고 조금 더 첨가를 하겠습니다. 그래서 이 영화는 제가 이 영화 에넘 코리안 같은 경우는 남자 주인공 한 명 이외엔 전부 프랑스 배우들입니다. 그리고 한국 소수 위에는 전부 프랑스에서 전부 그 스태프들하고 같이 예를 들자면 그 미술 감독, 그다음에 캐스팅 디렉터, 그다음에 뭐 개포, 해지 전부 이제 다 프랑스 팀으로 짜여져서 구성을 했었습니다. Et je voulais juste ajouter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, par exemple, quand je parlais de mon film Un homme coréen à Paris, donc l'acteur principal lui seul était donc un acteur coréen, et tous les autres comédiens donc ils étaient français ou d'origine française en tout cas. Et l'équipe technique, notamment par exemple les gaffeurs, le directeur de la photographie, etc. Tous ces gens-là, en fait, c'était aussi des staffs français. 저는 영화를 만들 때 약간 미학적으로 공간을 굉장히 중요시하고 굉장히 어떤 뭐 색감, 뭐 어떤 여러 등등의 어떤 그런 화면 구성을 굉장히 중요시합니다. 그래서 이번 영화를 만드는 동안에 제가 원하는 장면들은 다 찍었어요. 사실은 뭐 다른 그런 어려운 점은 없었습니다. Et moi, personnellement, en tant que réalisateur, je mets vraiment un point d'honneur sur tout ce qui est image, la scénographie, et tout ça. Je n'ai pas eu de difficulté à les tourner vraiment comme j'ai souhaité faire, donc il n'y a eu aucun problème là-dessus. 네, 그리고 그 배우들 캐스팅 같은 경우 오디션을 이제 파리에서, 특히 여자 주인공 같은 경우는 파리에서 했고요. 그다음에 지금 여기 미관락 우리 창 역할했던 그 여자 주인공했던 미관락 여기 프랑스계 배우가 지금 계십니다. Et par exemple, pour donc, le rôle principal de la comédienne, elle a été effectivement aussi castée en France, à Paris. Et là, aujourd'hui, on a eu la possibilité de rencontrer donc, celle qui a joué Chang, Bikwan, avec nous. 여배우를 오디션을 했는데 그 영화에 그 노출 장면이 있어서 그 많은 여배우들이 오디션 때 그걸 이제 좀 불편하고 그거를 이제 하지 못하는 경우가 많았습니다. Et ce qui était un petit peu difficile, c'est que pendant le casting, étant donné qu'il y avait des scènes justement où elle devait se montrer à nu, c'était un petit peu délicat à chaque fois en fait avec toutes ces comédiennes qui sont passées en casting. 그건 한국에서 여자 배우를 캐스팅할 때도 마찬가지입니다. 특히 노출의 문제라든지 어떤 그런 성행위 장면이 아닌데 불구하고 그 자연스럽게 어떻게 걸어가는데. 그런 걸 한국에서도 굉장히 거기에 대해서 불편하게 생각하고 출연을 안 하려고 하는 경향이 많습니다. Et c'est vrai que c'est également en fait un problème qui existe en Corée, notamment pour faire des castings avec ces femmes comédiennes. C'est que les actrices, évidemment, dès qu'il y a une scène où elles sont un peu dénudées, etc., ça devient assez compliqué. Elles veulent pas trop tourner dans le film, etc. 그래서 유일하게 이제 미관락이라는 배우가 오디션을 봐서 본인이 이제 그거를 용기 있게 그걸 이제 허락을 하고 해서 같이 작업을 하게 됐습니다. 그래서 뭐 한 얘기를 들을 수 있으면 좋겠고요. Donc effectivement, avec Mikwan, c'était vraiment la chance de tourner avec elle parce qu'elle a été très courageuse, elle a accepté les conditions et donc du coup on a pu travailler ensemble pour ce film. De votre côté, Guillaume de la Boulay, vous suivez donc Géroyoun depuis déjà quelques années. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'est Zorba Production, ce qu'elle fait comme société, donc ce que fait la société de production et pourquoi avoir suivi justement le parcours de ce jeune réalisateur et nous parler après de Madame B. Merci. Bonjour.
Zorba, c'est une société de production assez classique que j'ai montée il y a une dizaine d'années. Et Jero Youn, c'est un réalisateur que j'ai rencontré sur Internet. En fait, à l'époque, il était étudiant au Frénois, qui est une résidence de création audiovisuelle dans le nord de la France. Et il m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait des projets et qu'il avait envie de travailler avec des producteurs. En fait, c'était un mail assez groupé qu'il avait envoyé à plein de sociétés de production. Et comme il avait un nom coréen et que moi je suis assez intéressé par ce qui peut se passer en Corée, je lui ai répondu, on s'est rencontrés. J'ai été voir son travail lors de la présentation des travaux des étudiants du Frénois, et j'ai été assez scotché par la force de son cinéma. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait John Sweeney à l'instant, ce qui m'a assez étonné, c'était qu'il avait des scènes de sexe assez crues dans son film d'étudiant. Et pour faire ça, c'est un film qu'il a tourné à Busan. Pour faire ça, il avait emmené une actrice française en Corée pour pouvoir donc montrer la nudité et le sexe à Busan. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il a refait par la suite et que j'ai financé sur mes fonds propres. C'est un film porno en Corée. Parce qu'il me disait, je ne peux pas faire de film porno en Corée parce que c'est interdit, donc est-ce que tu peux m'aider à financer ça? Et j'ai dit OK, et il est parti avec une actrice française X, amateur, en Corée pour faire son film. Mais il ne l'a jamais monté. Bon, bref, on verra ce que ça donnera plus tard. Mais voilà en tout cas comment j'ai rencontré Jero. Et on a travaillé ensemble sur plusieurs courts-métrages et sur un premier long-métrage documentaire qui est en fait, son histoire en rapide, c'est que Jero, lorsqu'il est arrivé en France pour étudier aux Beaux-Arts, à Paris, il ne savait pas très bien où dormir et il a trouvé un refuge dans une guest house illégale en région parisienne. Il ne m'a jamais dit où c'était, qui était une maison, en fait, un pavillon qui avait été transformé en une sorte d'hôtel, mais complètement illégal et qui n'hébergeait que des étudiants coréens ou chinois. Et il se trouve que la patronne de ce lieu était une femme sans papier qui était chinoise d'origine nord-coréenne. Et il a créé un lien d'amitié avec cette femme et elle lui a dit, écoute, moi j'ai un fils qui a ton âge, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu parce que je suis sans papier et lui il a dû rester en Chine. Et Jero a été assez touché par l'histoire de cette femme et il a été à la recherche du fils de cette femme en Chine. Il ne l'a jamais retrouvé, mais il a rencontré des réfugiés nord-coréens dans cette région du nord-est de la Chine. Et il a été très touché par les témoignages de toutes ces personnes. Et ça a été le point de départ d'un premier film, puis d'un deuxième film qui s'appelle Madame B, qui est donc le long métrage documentaire qu'on vient de terminer. Et Madame B, c'est une femme qu'il a rencontrée donc, au cours de ses recherches, et qui est une nord-coréenne qui s'est enfuie de la Corée du Nord pour gagner de l'argent en Chine, en laissant derrière elle son mari et ses 2 enfants. Et puis, en fait, elle est tombée dans une sorte de traquenard et elle a été vendue en fait, à un paysan chinois. Et elle s'est retrouvée dans une situation d'esclavage. Mais en fait, avec le temps, elle est tombée progressivement amoureuse de ce paysan chinois, au point de, d'une certaine manière, imaginer la possibilité de refaire sa vie avec lui, mais la nécessité pour elle de pouvoir recomposer sa famille, c'est-à-dire réunir son amoureux, paysan chinois, ses 2 enfants qui étaient restés en Corée du Nord, et il y avait la question du père nord-coréen qui était resté là-bas. Et c'est un peu l'histoire que raconte le long-métrage documentaire. On va regarder un extrait justement de Madame B. Donc ça, c'est à peu près au milieu du film. Donc on a vu le paysan chinois à qui elle a été vendue et dont elle est tombée amoureuse, les parents de ce mari chinois. Et donc là, en fait, elle est en train de préparer son départ et elle part le lendemain pour la Corée du Sud, où elle a déjà fait passer ses enfants. Et on la suit à travers tout son périple, donc, à travers notamment le Triangle d'Or jusqu'à Bangkok. Et puis après, toute la deuxième partie du film en fait, se passe en Corée du Sud, où on découvre avec elle en fait, sa nouvelle vie à Séoul,
et ça génère un contraste complètement hallucinant en fait, voilà, entre la première et la deuxième partie du film. Alors, il y a quelque chose de particulier dans ce projet, c'est qu'il y a aussi le souhait que ça soit transmédia. Alors justement, qu'est-ce que ça va être ce projet au niveau transmédia? Comment ça va être construit? Quels sont les apports qui existent, que ça soit ici au CNC, enfin avec le CNC, et peut-être en Corée du Sud? Donc voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ouais, en fait, bon, On a quelques minutes. J'ai essayé de faire vite parce que c'est une histoire assez longue, mais en fait, Géraud, en gros, quand il est revenu de ses premières recherches en Chine, donc à la rencontre de personnes d'origine nord-coréenne, il me dit ouais, ce que j'ai vu là-bas, c'est hallucinant. Tout ce qui se passe avec les Nord-Coréens, moi, c'est un truc que j'ai jamais appris à l'école, que mes parents m'avaient jamais raconté. Il faut le raconter à tout le monde. De toute façon, en Corée du Sud, on ne me laissera pas parler. La censure est trop importante. Donc, il faut le faire sur Internet. Et le projet Transmédia, il est né comme ça. Il y a eu l'idée rapidement d'avoir un dispositif, enfin une histoire racontée sur plusieurs formats. Donc un long métrage documentaire, un documentaire télé et une forme interactive sur Internet avec un dispositif d'échange avec les internautes du monde entier. Et donc j'ai monté ce projet avec Géraud et avec un co-auteur spécialiste du transmédia et des écritures interactives qui s'appelle Tawan Haroun, qui est franco-allemand et qui vit à Berlin. Et j'avais dans l'idée de monter une coproduction entre la Corée du Sud, la France et l'Allemagne. L'Allemagne étant pour Géraud un pays assez important compte tenu de leur histoire de la séparation puis de la réunification. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que, et c'est là que je rejoins complètement les discussions qui ont précédé, c'est-à-dire qu'autant il y a une proximité, je dirais, relativement importante entre la France et l'Allemagne sur la manière de penser, de produire des projets, de les financer, de mettre en place des calendriers. Autant en Corée du Sud, ils sont dans un système qui est quand même hyper différent, quoi. Et le choc culturel, il a été, même si Géraud est un auteur-réalisateur qui connaît bien la France, parce qu'il y a étudié pendant presque 10 ans, et qui parle plutôt bien français, en fait, on s'est heurté à des manières de faire complètement différentes. Et alors le transmédia, c'est juste un truc qui n'intéresse pas les producteurs sud-coréens. Enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré. Pourtant, on est parti avec un coproducteur assez rock'n'roll, je trouve, de Busan, qui est vraiment hyper ouvert aux formes d'écriture innovantes et qui va sur des projets assez audacieux. Mais il n'a pas trouvé du tout d'argent sur, je dirais, le volet transmédia du projet. En revanche, il a trouvé du financement sur le long métrage documentaire parce que là, pour le coup, il existe des possibilités, mais ça a été difficile pour lui, hyper difficile, et finalement beaucoup plus difficile pour lui de trouver son financement que pour la partie française. Et voilà, donc moi j'ai eu de la chance d'avoir été soutenu de façon très bonne, je trouve, par le système français. Côté allemand, c'est plus difficile. Et côté coréen, c'est encore plus difficile, quoi. Et après, le choc culturel, il a aussi beaucoup existé pendant la production du projet. C'est-à-dire que Géraud, en fait, le réalisateur, il s'est retrouvé à faire le grand écart permanent entre son producteur coréen et son producteur français. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes manières de faire, les mêmes calendriers. Voilà, en termes de communication, je rejoins vraiment les discussions de Hyun-Sok, son témoignage. Parfois c'est difficile, quoi. Je peux vous donner quelques exemples pour être concret. Alors pas au niveau du producteur coréen, mais c'était à la fois hollywoodien et à la fois ultra indépendant et obscur. C'est-à-dire qu'à Séoul, on a signé dans un grand cabinet d'avocats international, trilingue, donc coréen, français, anglais. J'étais bluffé par
tout ce démarrage de coproduction. Et puis après, je dirais que pour les suivis des comptes, c'est devenu soudainement extrêmement opaque, quoi. Donc moi j'ai eu un peu de mal à rendre mes comptes de manière transparente là en ce moment, quoi. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis après, pendant donc Géraud a fait son film en mini-équipe, hein, voire seul, parfois en caméra cachée. Il a pris beaucoup de risques. Il a été arrêté par la police, il a été en prison. On a dû solliciter les ambassades coréennes, françaises, en Chine, puis en Thaïlande, puis les ministères de la culture. Enfin, on a fait un raout invraisemblable pour essayer de le faire sortir des geôles de Thaïlande. Finalement, on a dû backchicher la police. Enfin, c'est une histoire absolument invraisemblable. On a eu les services secrets sud-coréens qui sont intervenus sur le projet, qui ont fait disparaître les disques durs que Géraud nous avait envoyés par la poste pour les vérifier avant de nous les restituer, afin de contrôler la bienséance du contenu. Ouais, c'est une histoire assez dingue. Et lorsqu'on a récupéré nos rushs, plusieurs mois après qu'il n'ait été envoyé, je vous passe les détails, mais si vous avez envie qu'on en parle, c'est une histoire tout à fait dingue. Le montage a commencé avec une monteuse reconnue qui s'appelle Nadia Ben Rachid, qui est la monteuse notamment des films de Abderrahmane Sissako, notamment de Timbuktu. Hein, elle a été césarisée l'année dernière. Et c'est donc une habituée, je dirais, des montages de films internationaux, de cultures différentes. Et avec Géraud, il y a eu quand même un clash assez extraordinaire, une incompréhension totale de Géraud par rapport à la manière de monter son film, le discours. Et là, on est arrivé à des vraies différences culturelles que je ne soupçonnais pas chez Géraud et qui ont été complètement partagées par, je dirais, son producteur coréen et par le marché coréen. En fait, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas la même manière de raconter les histoires que chez nous. Et on en est arrivé à des situations compliquées où les Coréens voulaient un montage qui était différent de celui que nous, on recherchait côté français et que les distributeurs français me demandaient de faire, quoi, hein. Et j'avais une discussion avec le producteur coréen de Winnie Lecomte, donc Monsieur Lee, enfin le frère du réalisateur, qui me disait, de toute façon, vous, en France, vous avez un système de financement qui est tellement différent du nôtre que forcément, vous n'avez pas la même nécessité de répondre à une attente de marché. Moi, en Corée, il me disait, I've got to raise the money from the market. Donc, il faut que je convainque le marché, les studios de mettre de l'argent sur mes projets. Et pour ça, il faut que je leur garantisse un certain nombre d'entrées, donc un box-office. Et vous, les Français, avec vos films d'auteurs qui font peu d'entrées, c'est injouable. Donc, alors il y a ça, et puis je dirais, voilà, il y a une vraie différence culturelle dans la manière de raconter les histoires. Je discutais avec un des directeurs d'une sélection du Festival de Berlin, qui me disait à propos du film, écoute, le film j'adore le film, mais il est trop sentimentaliste pour nous. Pour moi. Et ça a été une discussion incessante avec Géraud et avec nos partenaires coréens, parce que pour eux, cette dimension sentimentaliste, elle est essentielle pour leur public là-bas, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est génial. Donc, voilà, c'est une aventure, quoi. Alors une dernière petite question encore avant de clôturer cette table ronde à Kim Yoon-sok, c'est comment il a été formé justement en tant que chef opérateur et en quoi ça consiste justement les formations et les écoles pour les cadres techniques de films en Corée du Sud. 저는 한국예술종합학교라고 그 영화 학교에서 이제 4년 동안 영화를 배웠고요. 거기 이제 촬영 전공이 있어서 되게 좋은 한국 영화 마스터 촬영 감독들한테 많이 배웠어요.
Donc oui, moi par exemple personnellement, je suis issue d'une école vraiment qui permet en fait de donner une éducation spécifique dans les beaux-arts et notamment plus particulièrement, moi j'ai fait vraiment un master qui a consisté à apprendre tout le côté en fait cinématographique et du coup ça m'a vraiment aidé à apprendre les bases et ensuite par le biais des différentes expériences avec les différents réalisateurs coréens, en fait c'est sur aussi le tas que j'ai appris beaucoup. 그런데 이제 대부분의 그런 좋은 분들은 진짜 중요한 건 안 가르쳐줘요. 그래서 Et ce qui est vraiment important, c'est que ces gens-là, ces réalisateurs qui sont excellents, ils vous apprennent beaucoup de choses, hein, mais pas le dernier ultime secret. 그래서 옆에서 말하거나 하는 걸 보고 이제 제가 셀프로 알아서 배워야. Donc ça, par exemple, c'est des choses que je dois apprendre moi-même en les entendant parler, en les écoutant et en les observant de près sur les lieux de tournage. Et c'est des choses que je dois apprendre tout seul. 그리고 정말 그 화가 나는 사실이기도 한데 어떤 말로 배우는 것보다는 그 사람이 찍은 작품으로 내가 알아서 배우는 게 최고 수업인 것 같아요. Et aussi une autre façon d'apprendre les choses, parfois c'est très énervant même. Ils nous l'apprennent pas, donc du coup c'est même pas possible de voir les choses directement sur les lieux de tournage. Il faut vraiment voir son film, son œuvre et décortiquer après, et essayer de repérer les choses. Et on peut apprendre aussi de cette façon-là. 좋은 선생님들일수록 저한테 학생들한테 이제 뭘 배우려고 그러고. Et en fait, c'est assez paradoxal. Plus ce sont en fait des bons réalisateurs, ils essayent toujours en fait d'apprendre des choses nouvelles en fait directement grâce à leurs étudiants. C'est assez paradoxal. C'est eux qui essayent d'apprendre des nouvelles choses à travers nous. Très bien, ben merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Petite dernière question. Justement, toujours sur Kim Yoon-suk, apparemment Jean-Yves Escoffier fait partie de ses influences sur la lumière au niveau du travail de chef-op. Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus? Et après... 그 다른 촬영 감독, 프랑스 촬영 감독들하고 되게 틀린 게 이제 확실히 차별되는 천재적인 게 있는 것 같고요. 그리고 이제 기술적인 거를 감추면서 적절히 믹스되어 있는. 기술적인 것과 작품에 대한 이해와 어떤 통찰력 같은 게 적절히 이렇게 되게 단단하게 믹스되어 있는 것들이 저를 좀. En fait, ce qui m'a vraiment séduit chez lui, premièrement, c'est du coup ce côté où il arrive vraiment à détacher sur le plan technique et sur la compréhension en fait du film, de l'œuvre. C'est quelque chose en fait que je trouve vraiment très très doué, et je pense qu'il a en fait un côté assez génie et c'est ce qui me séduit vraiment chez lui. Parfait. Et ben voilà, cette fois-ci on conclut pour de bon la deuxième table ronde. On se retrouve cet après-midi à 14h30 pour la troisième table ronde qui sera justement sur l'adaptation des bandes dessinées en film d'animation ou en film cinématographique de long métrage. Voilà, à tout à l'heure.